Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est le ministre des Affaires étrangères du Japon, Monsieur Taro Kono. Bienvenue. Monsieur le ministre, je veux commencer par la crise avec la Corée du Nord. Depuis plusieurs mois, la Corée du Nord procède à des essais nucléaires, à des tirs de missiles balistiques. On a l'impression que rien ne va arrêter la Corée du Nord dans sa marche vers un arsenal nucléaire complet. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore arrêter cette marche en avant de la Corée du Nord vers cet arsenal ? La communauté internationale, qui comprend le Japon, les États-Unis, la Corée du Sud, la Chine et la Russie, est d'accord sur le fait qu'il faut désarmer la Corée du Nord sur le plan nucléaire. Si la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies était pleinement appliquée par chacun des membres, alors 90% des exportations de la Corée du Nord seraient réduites, de même que 30% de l'approvisionnement nord-coréen en pétrole. D'après nos informations, les sanctions contre la Corée du Nord ont déjà porté leurs fruits. Nous entrons maintenant dans une période hivernale et il faut que la communauté internationale continue d'appliquer des sanctions contre la Corée du Nord. Maintenant, il faut que la Corée du Nord prenne conscience qu'elle n'aura pas d'avenir radieux, entre guillemets, si elle poursuit sur cette voie. Et c'est lorsque la Corée du Nord aura clairement énoncé qu'elle abandonne son programme nucléaire et le développement des missiles, et si elle montre sa volonté d'apporter une solution au problème des enlèvements de ressortissants japonais, alors à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, la communauté internationale pourra entamer un dialogue avec la Corée du Nord. Je veux en venir à la déclaration faite très récemment par votre homologue américain, le secrétaire d'État Rex Tillerson. Jusqu'ici, les États-Unis avaient toujours dit « on est prêt à négocier à condition que la Corée du Nord démantèle ou commence à démanteler son arsenal nucléaire ». Là, il a dit « nous sommes prêts à négocier sans précondition ». Il semble donc qu'il y a un changement de ton. Washington est prêt à négocier dès maintenant avec Pyongyang. Est-ce que vous approuvez ce changement de position américain ? En fait, la Maison-Blanche a expliqué que la politique américaine resterait inchangée. De fait, la position de la communauté internationale ne changera pas non plus. Donc, vous êtes opposé à cette proposition de négociation directe dès maintenant. Vous dites qu'on ne peut pas discuter avec la Corée tant qu'elle ne commence pas au moins la dénucléarisation. Le gouvernement américain a clairement expliqué qu'il ne changerait en rien sa politique. Donc la position de la communauté internationale ne changera pas non plus. Et tant que la Corée du Nord n'a pas clairement énoncé sa volonté de se dénucléariser et de résoudre la question des ressortissants japonais, le dialogue pour le dialogue a mené à de nombreux échecs par le passé, et nous ne souhaitons pas réitérer cette erreur. Alors, vous avez parlé des sanctions tout à l'heure. Vous avez semblé indiquer que les sanctions qui ont été prises, il y a eu plusieurs batteries de sanctions, ne sont pas totalement appliquées. Est-ce que vous voulez plus de sanctions, peut-être un embargo pétrolier complet, ou est-ce que vous dites certains pays, notamment la Chine peut-être, n'appliquent pas totalement les sanctions et si elles le faisaient, ça pourrait changer la situation ? Actuellement, la communauté internationale applique la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies assez fermement. D'autre part, même si on applique les sanctions maintenant, elles ne porteront pas leurs fruits dès demain. Pour que des sanctions soient suivies des faits, cela demande du temps dans tous les cas. Et en attendant que ces sanctions portent leurs fruits, la communauté internationale doit continuer d'appliquer ces sanctions sans relâche. Est-ce que vous êtes en faveur de sanctions supplémentaires, par exemple un embargo pétrolier total ? Je pense que si cela s'avère nécessaire, nous pouvons prendre des sanctions plus sévères encore.
Je veux en venir un petit peu aux relations avec la Chine. Enfin, d'abord, lié à la Corée, on a parlé de l'organisation bientôt d'un sommet entre les chefs d'État et de gouvernement du Japon, de la Chine et de la Corée du Sud. Est-ce que c'est quelque chose qui va se passer bientôt? On sait que ça devait avoir lieu il y a quelques mois, ça a été reporté. Est-ce que c'est dorénavant d'actualité? En effet, le Japon a dû à ce moment-là organiser des élections législatives. Par conséquent, le sommet entre la Corée du Sud, le Japon et la Chine a mis du temps à être mis en place. D'une part, les relations entre la Chine et le Japon s'améliorent, tandis que les relations entre la Chine et la Corée du Sud s'améliorent également. Ce sommet, donc, entre le Japon, la Chine et la Corée du Sud, il ne suffit pas de l'organiser, il faut également qu'il porte des fruits, et c'est ce que nous voulons. Et c'est l'ensemble de ces préparatifs afin que le sommet porte des fruits qui prennent du temps, et le sommet sera fixé à une date ultérieure l'année prochaine. Je vais en venir au sommet sur le climat qui a eu lieu à Paris. Le président français, Emmanuel Macron, a dit « Nous sommes en train de perdre la bataille contre le réchauffement climatique ». Alors la question est simple, est-ce qu'il est en effet trop tard pour sauver la planète? Est-ce qu'on peut encore gagner la guerre, même si on est en retard, comme le dit le président français et beaucoup d'autres dirigeants? La question climatique est un chantier auquel tous les êtres humains doivent prendre part dans un élan de solidarité. D'ores et déjà, dans le monde entier, il y a eu plusieurs catastrophes climatiques dont beaucoup de personnes sont malheureusement victimes. Et à ce titre, il est vrai que nous avons pris beaucoup de retard. Cependant, pour les générations qui viendront après nous, il faut que notre génération assume ses responsabilités. Il en va de notre devoir. Le Japon doit marcher côte à côte avec tous les autres pays du monde pour s'attaquer à ce problème. Alors le problème, on le sait, c'est que déjà l'accord de Paris, pour atteindre les buts, notamment ces fameux 2 degrés, on est déjà en retard, mais le retrait de cet accord de la part de l'administration Trump n'est-elle pas un coup fatal porté à l'avenir de cet accord? Est-ce que vous pensez, en d'autres termes, que malgré ce retrait d'un pays aussi important du point de vue du réchauffement climatique que les États-Unis, on a une chance d'atteindre les buts de l'accord de Paris? Certes, le gouvernement fédéral américain a tourné le dos aux accords de Paris. Par contre, les divers États américains, les collectivités et les entreprises américaines s'attellent à respecter les accords de Paris avec sérieux. Et notamment les entreprises américaines qui utilisent les nouvelles technologies et qui considèrent que les accords de Paris les concernent en premier lieu. Ce n'est pas parce que le gouvernement fédéral américain a tourné le dos aux accords de Paris que l'ensemble des États-Unis ne prend pas en compte les accords de Paris. Et c'est cela dont il faut prendre conscience maintenant. Je veux en venir à l'accord commercial entre l'Union européenne et le Japon, qui s'est conclu il y a peu de temps. On se souvient, à propos de Donald Trump, qu'une de ses premières décisions quand il était arrivé à la Maison-Blanche, c'est de tirer un trait sur un accord de libre-échange avec de nombreux pays asiatiques. Est-ce que cet accord avec l'Union européenne pour le Japon est un accord important, mais aussi un message important en faveur du libre-échange et contre le protectionnisme dans le monde? Avec la commissaire européenne Cecilia Malmström, nous avons pu confirmer la finalisation des négociations. Et dans un contexte où nous assistons à la montée des protectionnismes de toutes parts, le fait que le Japon et l'Union européenne puissent finaliser les négociations, c'est quelque chose de formidable pour le libre-échange.
Et au fur et à mesure que les relations entre l'Union européenne et le Japon s'approfondissent, nous espérons que les relations entre le Japon et la France s'approfondiront également. Alors certes, le retrait américain du TPP est une grave erreur, mais le Japon, avec les 11 pays restants, va s'évertuer à mettre en vigueur le TPP. Par ailleurs, nous gardons aussi l'espoir que les États-Unis reviennent dans le TTP. Dernière question, vous avez parlé des relations avec la France. Si je ne me trompe pas, 2018 marque le 160e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et le Japon. Il va y avoir l'organisation d'un événement culturel assez exceptionnel en France, Japonisme 2018. On parle aussi d'une visite au Japon du président Emmanuel Macron. Donc en 2018, comment est-ce que vous décririez la relation entre la France et le Japon dans ce monde d'aujourd'hui? Nous ne nous contentons pas de l'aspect culturel de cette initiative. La France et le Japon partagent les mêmes valeurs d'un point de vue stratégique. Ce sont deux pays qui sont des partenaires d'exception l'un pour l'autre. Le commerce extérieur, la culture, la diplomatie, la sécurité. Dans toutes sortes de domaines, nous souhaitons approfondir cette relation. Et le président Macron est donc attendu au Japon en 2018. Nous serions très heureux d'accueillir le président Macron l'année prochaine. Très bien, merci beaucoup, monsieur le ministre des Affaires étrangères du Japon, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur France 24. Restez sur nos antennes pour plus d'informations.